dimanche 12 janvier 2014, au 117 rue de Charonne à Paris, dans le 11e arrondissement, que le CDRCI, entendez par là Conseil de la diaspora pour la restauration de la démocratie et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a choisi pour présenter ses vœux aux Ivoiriens de France et aux associations qui la composent. Claude Koudou, porte-parole du mouvement, fera le point sur la situation politique en Côte d'Ivoire et invitera toutes les associations patriotiques et partis politiques en France à l'entente et à la cohésion. Nous l'écoutons. Chers amis, pourquoi sommes-nous révoltés? Pourquoi sommes-nous sortis dans les rues? Pourquoi abandonnons-nous nos familles? Pourquoi sommes-nous indignés? Pourquoi faisons-nous tant de sacrifices? C'est à cause des raisons politiques. C'est parce que nous n'avons plus de pays. En fait, nous devrions pour la plupart changer de statut, être des réfugiés politiques, parce que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas aller dans notre pays. Ils y sont pourchassés. Nous réagissons donc par rapport à des questions politiques. Cela demande que pour atteindre notre cible, il faut travailler dans la sincérité, dans la confiance, dans le rassemblement et dans la mutualisation de nos efforts. Ce que nous faisons n'est pas l'occasion de parade. Si le mensonge, le dénigrement, la délation et la légèreté habitent notre démarche, c'est que nous ne faisons pas preuve de responsabilité. Si nous attaquons inutilement les autres, c'est que nous ne savons pas ce que nous faisons dans la rue. Chers amis, rassemblons-nous. C'est par ce souci de rassemblement et de compréhension que le CDRCI a déplacé 2 fois les dates de ces manifestations pour laisser la place au FPI. Il faut donc dire ici et maintenant que le CDRCI est aux côtés du FPI et de tous les partis politiques progressistes en Côte d'Ivoire. Le CDRCI est avec le FPI dans cette lutte difficile parce que nos adversaires s'appuient sur des ennemis du développement de notre Afrique. Regardons dans les différents pays où les progressistes viennent ou reviennent au pouvoir. C'est par des actions fortes, par une implication décisive de la société civile. Il ne faut pas se leurrer en pensant qu'on peut gagner ce combat seul. Chers dirigeants de partis politiques, nous vous invitons à l'humilité. Chers amis, nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin de cohérence. Il faut donc chasser le démon de la peur, il faut chasser tous les ingrédients de la dispersion de nos forces, il faut bannir les propos des mobilisateurs. Personne ne gagnera sur les cendres de notre mort, car si mort il devait y avoir, elle serait forcément collective. La diaspora ivoirienne a été longtemps décriée. Dans cette campagne insidieuse de dépréciation, elle a été marginalisée. Notre incapacité de nous mettre ensemble était hier une insulte à notre endroit. Cette incapacité nous discréditait naturellement. Aujourd'hui, plus de 10 ans de lutte après, ayant hérité d'un combat qui s'est déporté ici depuis 2002, nous avons pris nos responsabilités après plusieurs tentatives et nous sommes en train de réussir. À la suite de Claude Koudou, Arsène Tougo, secrétaire général du CDRCI et représentant UNG Europe, a fait l'historique de cette association. Je serai donc amené à vous présenter les différents organes du CDRCI, mais avant, il me paraît judicieux de vous faire un bref rappel de l'historique du CDRCI.
Mesdames et messieurs, tout a commencé en fait le 11 avril 2011. Des minutes seulement après le coup d'État qui s'est commis en Côte d'Ivoire et qui a vu l'arrachement illégal du pouvoir à M. Gbagbo Laurent, les Ivoiriens de France se sont mobilisés spontanément pour se retrouver sur les Champs-Élysées. Les Ivoiriens, mais aussi des Africains, pour manifester leur désaccord et leur désapprobation totale face à cette impossible de l'histoire. Ils étaient environ 3000 Ivoiriens ce jour-là à manifester. À la suite de ce jour, après le 11 avril, l'engouement que suscitait la cause, mais aussi l'envie de chaque acteur de pouvoir continuer à entretenir la flamme de cette lutte, a provoqué des initiatives diverses. Chacun voulait organiser à son niveau la résistance afin que le message de la résistance, le message du refus du coup d'État soit porté aussi loin que possible dans le monde. De bonne foi donc, les différents acteurs ont initié des activités qui avaient commencé à s'entrechoquer. On a pu observer ici et là des appels à manifester qui étaient programmés le même jour et souvent même à la même heure, voire même au même endroit. Bien sûr, cela avait pour effet de créer une certaine mobilisation au sein des Ivoiriens parce que, naturellement, malgré leur bonne foi, les Ivoiriens ne peuvent pas se démultiplier pour être à la fois à Château-Rouge et en même temps au Trocadéro. Voici comment est né le besoin d'organiser la résistance afin qu'elle soit portée par une initiative unique et commune dans le but d'harmoniser les actions. Pas comme Zébé va nous faire l'énumération des diverses démarches qu'a entrepris la dite association. Nous avons évoqué les graves violations des droits de l'homme. On a aussi interpellé ces personnes-là sur l'arbitraire qu'a vécu les camarades Laurent Akoun et aussi Michel Gbagbo lorsqu'ils ont voulu venir ici en France. Il y a aussi eu le rappel que nous faisons habituellement dans les rues, mais nous les avons rappelé là-bas qu'il y a une absence de démocratie en Côte d'Ivoire. Et aussi, il y a eu la rencontre avec le Parti socialiste français, c'est-à-dire avec le chargé des relations internationales et de la défense. Donc en fait, toutes ces rencontres-là, c'était pour aller expliquer. Après la naissance du CDRC, c'était pour aller expliquer clairement, parce que même lors de nos manifestations, on a eu des rencontres avec des institutions. Lors des rencontres, avant la création du CDRC, sous l'impulsion de la coalition et avec même Christine Zékou, où il y avait des rencontres avec les institutions, on leur donnait des pétitions. Voilà. Donc c'est peut-être c'est sous une autre forme que nous sommes allés en allant et puis discutant avec eux. Voilà, mais ce n'est pas pour aller leur demander pardon. Donc il faut que les gens sachent ça. À la suite de toutes ces interventions, la parole sera donnée au public pour une série de questions-réponses qui réellement n'a pas posé de questions, mais a fait plutôt de contributions. Après les contributions du public, la parole sera donnée au ministre Awa Don Melo depuis son lieu d'exil pour une visioconférence dont le thème est « Quelle opportunité d'aller à la paix avec Laurent Gbagbo ». Bonne et heureuse année 2014. Avec votre permission, j'aimerais dire honneur et gloire à tous ceux qui nous ont quittés sur le chemin de la construction d'une Côte d'Ivoire démocratique et souveraine. Persévérance et courage pour tous ceux qui sont encore dans le combat en Côte d'Ivoire, en exil ou en prison. Une pensée toute particulière à notre guide bien-aimé, j'ai nommé le président Laurent Gbagbo.
et que 2014 soit l'année de la délivrance. Le thème de notre rencontre aujourd'hui est quelle opportunité tenir un dialogue autour de la boussole Laurent Gbagbo. Permettez-moi, chers camarades, de refonder le thème qui m'est proposé. Je proposerai beaucoup plus. Quelle opportunité d'aller vers une réconciliation durable avec le symbole Laurent Gbagbo. Je tiens à faire cette reformulation tout simplement parce que le dialogue politique a déjà commencé entre le Front populaire ivoirien et le pouvoir. Mais il faut dire clairement et nettement qu'on ne pourra atteindre la réconciliation véritable, totale et durable entre toutes les filles, tous les fils de la Côte d'Ivoire qu'avec la libération de Laurent Gbagbo. Pour régler le contentieux entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara, car la crise qui frappe aujourd'hui notre pays va évidemment au-delà des partis politiques. Elle embrasse la société civile et militaire et le pont entre les politiques, les civils et les militaires du côté pro-Gbagbo, c'est évidemment Laurent Gbagbo. Donc il est bien évident que la réconciliation ne peut être effective que si Laurent Gbagbo est dehors, est loin de la haie et parmi les siens. Les Ivoiriens sont beaucoup divisés. C'est bien clair que le dialogue politique qui est engagé ne pourra qu'éteindre les conséquences de la crise. Mais elle ne pourra pas, évidemment, régler toutes les divisions qui aujourd'hui traversent la Côte d'Ivoire entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Ces divisions sont évidemment de plusieurs ordres. Nous sommes divisés aujourd'hui sur la question de la Constitution qui exclut aujourd'hui le chef d'État Ouattara des courses des élections présidentielles futures, parce que la Constitution actuelle n'autorise pas le chef de l'État Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles de 2015. Mais on ne va pas, dans un État qui se veut démocratique, continuer à piétiner la Constitution et envoyer en prison ceux qui respectent la Constitution et laisser en liberté ceux qui piétinent cette Constitution-là. Il faut que ce petit jeu s'arrête et il faut une Constitution consensuelle en Côte d'Ivoire. Par conséquent, c'est un problème fondamental qui nous divise. Nous avons aussi un Conseil constitutionnel qui est illégal. Nous avons une commission électorale indépendante qui est illégitime. Et nous avons une liste électorale qui, on ne sait plus qui est dessus et qui n'est pas dessus. Et nous avons aussi la question de l'armée qui divise les Ivoiriens. Nous avons une milice Ouattara qui est transformée en armée nationale et qui est en perpétuelle guerre contre les Ivoiriens. Et nous avons une armée nationale qui est désarmée et qui est devenue un spectateur de son propre rôle, c'est-à-dire la défense et la sécurité des Ivoiriens. Voilà ce qui divise les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens sont surtout divisés par la vérité sur la crise ivoirienne. Parce que si on ignore la vérité sur la crise ivoirienne, il est bien évident qu'on ne peut pas guérir les maux dont souffre la Côte d'Ivoire. C'est comme un médecin. S'il ignore les causes de la maladie, s'il fait un mauvais diagnostic, il fera un mauvais traitement et la maladie va persister. Donc si nous ne voulons pas que la crise persiste, il faut bien qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'en 2011.
Or, qu'est-ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire? C'est qu'en 2002, on a été attaqué. Mais jusqu'à aujourd'hui, qui a armé les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire? Qui a financé les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire? Qui a entraîné les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire? Qui les a convoyés depuis le Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire pour attaquer la Côte d'Ivoire et tuer les citoyens ivoiriens? Qui les a installés dans le nord de la Côte d'Ivoire pour que pendant plus de 10 ans, ils pillent, ils tuent, ils violent, ils volent, ils exploitent illégalement tous les biens de la Côte d'Ivoire dans la partie nord de la Côte d'Ivoire? Ils vont les vendre. L'argent, jusque-là, on ne sait pas à quoi a servi toute cette masse d'argent englobée par l'exploitation honteuse de la Côte d'Ivoire avec des personnes qui n'ont pas le droit de porter des armes. Donc des gens qui, par le fait même qu'ils portent des armes, sont dans l'illégalité totale, puisque là, il s'agit d'une détention illégale d'armes en Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans sur la partie nord de la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc si on ne connaît pas ces vérités-là, qu'est-ce qui nous dit que demain, les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets? Donc si nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire subisse une nouvelle crise, si nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire subisse une nouvelle guerre, si nous voulons guérir totalement la Côte d'Ivoire de toutes les rébellions, il est très important qu'on sache la vérité sur la crise ivoirienne. Or, il n'y a que deux acteurs, Laurent Gbagbo, qui a distribué les rôles pour organiser la résistance et à qui chacun rendait compte du rôle qu'il a joué pour organiser la résistance. Il n'y a que lui seul qui détient la vérité du côté des pro-Gbagbo. De l'autre côté, il n'y a que Ouattara qui a distribué les rôles entre tous les rebelles. Et ces rebelles ayant massacré les Ivoiriens, pillé les ressources de la Côte d'Ivoire, ben c'est à Ouattara qu'il rendait compte. Donc il est l'autre pendant de la vérité de la crise ivoirienne. Donc c'est ces deux sachants qui doivent s'asseoir pour nous dire la vérité sur la crise ivoirienne et qu'on identifie clairement ceux qui ont fait que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une telle situation. C'est ces deux sachants-là qui peuvent nous permettre de guérir les maux que traverse la Côte d'Ivoire et donc d'aller vers une véritable réconciliation qui empêche la Côte d'Ivoire de retomber dans les crises. Parce que si nous savons que les pays voisins peuvent impunément abriter des rebelles, c'est à nous, Africains, de prendre des dispositions pour que lorsque de tels phénomènes commencent à naître, eh bien, on puisse prendre les dispositions nécessaires pour étouffer les affaires. C'est nous qui sachons exactement quel est le rôle que nous devons faire jouer à la France dans les relations entre la France et l'Afrique pour ne plus que les armes et les accords de coopération et les accords militaires que nous avons signés avec la France eh bien, servent de prétexte pour convoyer des armes et tuer des citoyens ivoiriens. Donc il est important qu'on sache la vérité sur la crise ivoirienne. Et cela passe par la libération de Laurent Gbagbo et donc cela passe par une rencontre et une discussion, parce que Gbagbo n'a pas été élu par la CPI. Les Ivoiriens ont besoin d'entendre la vérité de la bouche de Gbagbo, non pas la CPI. Les Ivoiriens ont besoin de lui poser des questions. Les Ivoiriens ont besoin de comprendre ce qui s'est passé et les Ivoiriens ont besoin de savoir quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour ne plus que la crise se répète. Voilà pourquoi il convient donc de dire clairement la vérité. C'est la libération de Gbagbo qui permettra de réconcilier les Ivoiriens parce qu'on saura la vérité. Et c'est le dialogue direct et engagé qui permettra la libération de Laurent Gbagbo, la libération des prisonniers, le retour des exilés et la création des conditions optimales pour un vrai débat autour de la crise ivoirienne et des solutions à apporter pour aller tranquillement vers de nouvelles élections et pour réconcilier les Ivoiriens autour de la Constitution, autour de la liste électorale, autour du foncier rural, autour de la commission électorale indépendante, autour d'une armée républicaine et autour d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà pourquoi je préfère le terme « quelle opportunité d'aller vers une réconciliation durable avec le symbole Laurent Gbagbo ». L'opportunité
d'aller à la réconciliation avec Laurent Gbagbo, c'est d'abord et avant tout d'avoir devant nous le principal acteur de la Côte d'Ivoire depuis 2000 jusqu'en 2011. Si nous avons le principal acteur de la Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'en 2011, eh bien, on aura en face le principal acteur de la rébellion de la Côte d'Ivoire depuis 2000 jusqu'en 2000. Donc, c'est comme ça que nous connaîtrons la vérité sur la crise ivoirienne. C'est comme ça que nous connaîtrons quels sont ceux qui ont massacré Bogadougou. C'est comme ça que nous connaîtrons quels sont ceux qui ont tué les gendarmes de Boaké. C'est comme ça que nous connaîtrons quels sont ceux qui ont tué des Ivoiriens à Naïbli, à Diokwe, à Guitrozon, etc., etc. C'est comme ça que nous connaîtrons tous ceux qui ont pillé le cacao, le café, le bois, le palmier à huile, l'anacarde, le coton, l'or, le diamant. Tous ces produits-là qui ont été pillés pendant près de 8 ans et qui continuent d'être pillés. Qu'on nous dise qui a touché l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent et qui a financé les armes et les armes qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire pendant près de 10 ans. Voilà pourquoi, chers camarades, il est important que cette crise-là, pour qu'elle puisse trouver une solution définitive, l'opportunité de la présence de Laurent Gbagbo devant les siens, au milieu des siens, en Côte d'Ivoire, est une nécessité absolue. Maintenant, quel est le symbole que nous voulons devant nous? Parce que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire une situation complètement absurde. On veut installer une démocratie avec des gens qui, depuis 90, ont combattu la démocratie en Côte d'Ivoire. Des gens qui, depuis 90, ont combattu les démocrates en Côte d'Ivoire. Des gens qui, depuis 90, ont mis les démocrates en prison. Voilà l'absurdité devant laquelle nous sommes. Or, Laurent Gbagbo est le symbole de celui-là même qui a engagé toute sa vie, qui a engagé ses compagnons de lutte, qui a engagé toute la Côte d'Ivoire dans un processus de transformation pacifique de la société ivoirienne du parti unique vers la démocratie. Et ce symbole de combat pacifique pour la démocratie ne peut pas être en prison. Et ceux qui ont combattu la démocratie, les armes à la main, sont en liberté. Cela n'est pas juste. Donc le symbole Laurent Gbagbo doit sortir de la prison pour que la démocratie soit. Parce que c'est lui seul, et lui seul qui s'est engagé et qui a engagé la Côte d'Ivoire sur le chemin du multipartisme et de la démocratie. Laurent Gbagbo, c'est aussi l'homme de la concertation. Souvenez-vous, en 2002, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré un mauvais accord qu'une guerre contre ses propres concitoyens. Parce que ces rebelles, avant tout, sont des Ivoiriens. Il a préféré même engager des rebelles dans son gouvernement. Des rebelles analphabètes, ne savaient ni lire ni écrire. Pour aller vers la paix. Il a préféré composer avec des gens qui n'ont même pas terminé leurs études. Et il les a fait les premiers responsables de notre gouvernement. Mais tout ceci pour gagner la paix par le sacrifice. Il a même sacrifié son premier ministre à Pinguessan pour permettre à d'autres de prendre la primature de la Côte d'Ivoire. Il a sacrifié ses propres ministres pour mettre des rebelles. Il a sacrifié son propre pouvoir en cédant une bonne partie à ces rebelles. Voilà l'homme du sacrifice pour la paix en Côte d'Ivoire. Il est allé même plus loin. Il a sacrifié la volonté du peuple en faisant de Ouattara candidat à la présidence de la République. Alors que la Constitution ne lui permettait pas du tout d'être candidat. La Constitution
qui a été votée à 86% d'Ivoiriens. Cette constitution-là, eh bien, Laurent Gbagbo a pris sur lui d'accepter, de transcender cette constitution-là au nom de la paix. Et il a su convaincre les Ivoiriens pour accepter ce sacrifice-là. Voilà pourquoi je dis, un tel monsieur ne peut pas être en prison. Et ceux qui ont sacrifié la Côte d'Ivoire, qui ont sacrifié du sang ivoirien, qui ont sacrifié l'économie ivoirienne, qui ont sacrifié l'honneur de la Côte d'Ivoire, ceux-là sont en liberté et Laurent Gbagbo en prison. Cela n'est pas juste. Libérer Laurent Gbagbo, c'est libérer la démocratie, c'est libérer le dialogue, c'est libérer la concertation, c'est libérer le symbole Laurent. Et voilà pourquoi, chers camarades, cela est d'une importance capitale. Parce que quand on parle de crise en Côte d'Ivoire, mais pourquoi il y a crise? Parce qu'il y a eu deux candidats. Le candidat Laurent Gbagbo et le candidat Ouattara au deuxième tour des élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un dans la salle peut sortir un procès verbal signé par la commission électorale indépendante donnant le résultat des élections de 2010? Personne, et personne ne peut sortir ce procès verbal. Parce que le procès verbal qui était en préparation, eh bien, ce procès verbal-là reconnaissait clairement qu'il n'était pas possible de consolider tous les résultats parce que tout simplement, eh bien, nous avons beaucoup de fraude dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Et parce qu'il n'est pas possible de consolider tous les résultats, eh bien, il faut envoyer tout le dossier au Conseil constitutionnel pour régler les contentieux autour des élections. Donc, il n'y a pas de procès verbal. Et donc, la commission électorale indépendante n'a pas donné des résultats des élections du deuxième tour en Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit clair. Mais pourquoi, malgré tout ça là, eh bien, la France, l'AFP, France 24, RFI, toutes ces voix-là répètent à longueur de journée qu'il y a crise en Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo a refusé de reconnaître les résultats des élections de 2010. Pour que cela soit, il faut que celui qui a dit au sommet de la Haye, je suis en prison parce que j'ai respecté la constitution de mon pays, il faut que cette personne-là sorte de la prison pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc en conclusion, je voudrais vous dire, chers camarades, qu'à la suite des événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire et qui continuent d'endeuiller, parce que n'oublions pas que la Côte d'Ivoire est toujours endeuillée par une milice devenue armée nationale et qui continue de combattre les Ivoiriens. Au nom de quelle justice M. Ouattara est en liberté et Laurent Gbagbo est en prison? Au nom de quelle justice Blé Goudé est en prison et Soro Guillaume est en liberté? Au nom de quelle justice Dogo Blé, Seka Seka, Bagba Bossigno sont en prison et Chérif Ousmane, Ouattao, Kofi Kwaku sont interdits? Au nom de quelle justice 700 partisans de Gbagbo sont en prison et les chasseurs d'Ozo, des repris de justice, des mercenaires armés, sans solde continuent de tuer, voler et massacrer la population? Eh bien, au nom de quelle justice? Des milliers de mercenaires chassent des propriétaires terriens de leurs terres, les contraints en exil et s'accaparent de leurs têtes dans l'impunité la plus totale. Quel peuple responsable est-il capable de supporter pour toujours cette injustice? La réponse à cette question par la France et son obligé Ouattara dépend l'avenir de la Côte d'Ivoire. Camarades, que 2014 soit l'année de la délivrance de la Côte d'Ivoire de l'injustice que vit la Côte d'Ivoire pour une paix durable et définitive. Je vous remercie. Je suis Eugène Galorine, conseiller à
l'ONG Europe. Et je suis là pour une réunion de formation avec le CDRC. C'est pratiquement une réunion que j'ai appréciée. Je pense que les différents intervenants ont essayé de nous éclairer sur un certain nombre de malentendus, sur tout ce qui s'est passé au niveau de la résistance. Je pense que nous avons été suffisamment éclairés. Et aussi, au niveau de l'intervention du ministre Awado Melo, c'est vrai que c'est des choses qu'on savait déjà, mais il nous a apporté un plus, et ça nous a vraiment soulagés. Je voudrais vraiment remercier l'intervention du ministre Awado Melo. Un cocktail a été offert aux participants pour clore la cérémonie. Professeur Baloubou Toto Jérôme, j'ai la chance d'être son gendre. Ça aussi, hein? C'est un peu sur moi. Non, je change pas où? Je change pas. Le professeur n'a pas eu droit à une bonne ovation, j'estime. Je veux qu'on lui fasse une standing ovation, s'il vous plaît. Une standing ovation au professeur.